Au mois de juillet 1976, les policiers de Duisbourg, en Allemagne, sont mobilisés dans le cadre de la disparition de Marianne Keter, une fillette de 4 ans. Ses parents ne l'ont plus revue depuis plusieurs jours alors qu'elle jouait dans le quartier. Sur un terrain entouré de nombreux immeubles, les témoins de la disparition sont donc potentiellement très nombreux. Un voisin fait appel à la police car il trouve que l'un des résidents de l'immeuble a un comportement plus que douteux. Il vient de le surprendre en train de jeter un étrange paquet d'où s'écoule ce qui semble être du sang. Une patrouille se charge d'aller à la rencontre de cet homme qui cause tant d'ennuis à son voisinage. Il s'appelle Joachim Kroll. Il a 41 ans. Et ce que les policiers ne savent pas encore, c'est qu'il s'agit du plus redoutable tueur en série allemand du XXe siècle. Dans la poubelle, il découvre des intestins humains. Et dans l'appartement de Kroll, c'est bien pire. Lorsqu'il est interpellé, l'homme est en train de cuisiner. Une immense marmite est posée sur une gazinière fonctionnant à plein régime. Une odeur abominable s'en dégage, ce qui attise la curiosité des policiers. Il n'y a pas uniquement de l'eau salée dans cette marmite. Il y a 2 petites mains, 2 petits pieds, un avant-bras et la partie supérieure d'un bras qui flotte. La police de Duisbourg vient de retrouver la fillette. Une partie d'elle cuit. Une autre partie est stockée dans le congélateur, avec d'autres restes humains. Joachim Kroll ne nie rien. Il affirme même sur un ton neutre que ce garde-manger un peu spécial lui permet de réaliser de précieuses économies à l'épicerie. Les policiers comprennent qu'ils ont affaire à un véritable psychopathe qui aura violé, tué et mangé de la chair humaine pendant plus de 20 ans. Marianne Keter n'est pas la première victime de Joachim Kroll. Les restes humains découverts chez le tueur en témoignent. Malheureusement, dans les années 1970, la science n'est pas encore assez avancée pour permettre une identification d'après ces restes. Ainsi, Joachim Kroll a donc pu commettre nombre de crimes entre 1955 et 1976. Une carrière de meurtrier qu'il faudra reconstituer grâce à son seul témoignage. Cependant, le faire parler n'est pas une mince affaire. C'est le détective Bernd Jägers qui a la charge de l'enquête. Il a une manière assez douce de mener ses investigations. Ses collègues reconnaissent qu'il a un certain talent pour faire parler les muets. Et justement, Joachim Kroll préfère garder le silence. Les premiers jours de l'enquête sont assez compliqués. Lui, qui ne rencontrait aucune difficulté pour avouer son penchant pour la chair humaine, refuse maintenant de dérouler la liste de ses crimes. À Duisbourg, tout le monde sait que l'on vient d'arrêter un redoutable tueur en série. Étonnamment, il a les traits physiques typiques du serial killer, imaginés dans l'inconscient collectif. Des yeux légèrement exorbités et un petit visage fin qui évoque le rat. Le rat, c'est comme ça que l'on parle de lui au poste. Puisqu'il a tué une petite fille avec l'intention de la dévorer, Joachim Kroll est traité comme un moins que rien, ce qui ne le change pas vraiment de son quotidien. Cet ouvrier, travaillant pour la société ThyssenKrupp, est né en Allemagne de l'Est le 17 avril 1933, l'année de l'accession au pouvoir d'Hitler. C'est une année maudite pour de nombreux Allemands, Kroll y compris. Il est le 6e enfant d'une fratrie de 9. L'atmosphère familiale est littéralement étouffante. Les parents n'ont pas les moyens de s'offrir une maison qui pourrait loger les 11 membres de la famille décemment. Ils vivent dans un 2 pièces et le manque de place se fait très vite ressentir. Joachim doit se contenter d'un petit matelas pour dormir à même le sol. Il y passera presque toute son enfance. Il y dort, y joue, y mange
y fait ses devoirs, une vie misérable. Son quotient intellectuel ne dépasse pas la barre des 80. C'est un détail qui surprend les enquêteurs, puisque souvent les tueurs en série possèdent des aptitudes intellectuelles supérieures, ce qui les rend particulièrement dangereux. Dans le cas de Kroll, c'est son comportement social qui inquiète. Joachim, bien que très entouré, est très seul. Ses frères et sœurs ne font pas attention à lui et ses parents n'ont pas le temps de s'en occuper. C'est une victime, un paria au sein même de sa propre famille, et ce, depuis l'âge de 6 ans. Ne connaissant ni l'amour de sa mère, ni celui de son père, il n'a développé aucune estime de lui-même. Timide et à l'écart, c'est un enfant qui ne s'exprime jamais à l'école et enchaîne les punitions. Désespéré, son père l'envoie aux jeunesses hitlériennes. Il y découvre un autre cadre, mais ne change pourtant pas de comportement pour autant. Lorsque l'armée russe envahit le pays, il est déjà adolescent. Il suit sa famille jusque dans les campagnes allemandes où il se fait embaucher comme garçon de ferme. Ce premier emploi est une libération. Pour la première fois, il peut quitter le cercle familial étouffant et gagner de l'argent. Mais très vite, les choses dérapent quand il se rend compte que ce n'est pas vraiment l'argent qui l'attire le plus dans son travail. Joachim n'est pas un travailleur exemplaire. Son patron trouve même que c'est un bon à rien. Il n'est pas rare qu'il se fasse humilier devant tous les garçons de la ferme et, pire encore, devant les propres filles du fermier, de belles adolescentes avec lesquelles il ne parviendra jamais à créer une véritable relation sociale. C'est ainsi avec toutes les autres filles qu'il côtoie. Sa maladresse et sa lenteur l'amènent à exécuter des tâches que personne ne veut faire. Kroll se découvre une véritable passion pour l'abattage des animaux. Les exécutions sont très violentes, et il n'est pas rare de le retrouver couvert de sang des pieds à la tête. Dès qu'il en perçoit l'odeur, dès qu'il en goûte par accident, Joachim Kroll découvre la jouissance. La première fois qu'il observe la mise à mort d'un porc, il transpire, son pouls s'accélère. C'est une expérience extatique qu'il ne pensait pas vivre un jour. Au fur et à mesure des exécutions, il s'habitue à la violence et à la mort, jusqu'à en redemander encore. Tuer des animaux devient une drogue, et comme pour toutes les drogues, le phénomène d'accoutumance pousse à augmenter la dose. Cependant, il n'y a pas besoin d'abattre tous les jours des animaux pour pouvoir se nourrir. Lorsqu'il ne tue pas, Joachim ressent une profonde frustration qu'il doit combler. Il lui arrive donc régulièrement d'assouvir ses besoins sexuels avec les animaux. Aussi choquant que cela puisse paraître, Joachim Kroll s'est probablement dépucelé avec ce qu'il avait sous la main. Une vache ou un cochon. L'horreur est bien en marche et rien ne va pouvoir l'arrêter. Nous sommes le 5 février 1955, Joachim Kroll a 21 ans et quelques jours plus tôt, il a perdu sa mère. Son père étant décédé pendant la guerre, le jeune homme se retrouve sans parents et perd peu à peu le contrôle. À cette époque, il est installé dans la région de Duisbourg. Un jour, il croise la route de Irmgard Strel, une jeune Allemande de 19 ans à la beauté fatale, selon Joachim. Pour la première fois depuis longtemps, il se décide à aborder une femme. Gentille et patiente, Irmgard ne le rejette pas tout de suite. Elle voit bien que le garçon est un peu perdu. Joachim lui évoque ses pires souvenirs d'enfance. Il tient à ce qu'elle s'apitoie sur son sort. Elle accepte le café qu'il lui propose sans avoir l'intention d'aller plus loin avec lui. Joachim pense avoir trouvé enfin une fille qui accepterait d'être sa petite amie. Essaye de l'embrasser alors qu'il se promène dans la forêt voisine. Irmgard le rejette. Kroll perd le contrôle. Meurtri par ce nouveau rejet, il frappe la jeune femme en plein visage et la projette violemment contre un arbre. Sa victime, à demi consciente, n'a plus assez de force pour rejeter ses assauts. Il la viole sans ménagement pendant de très longues minutes. Il constate qu'il est très peu excité. Pour enfin atteindre la jouissance, il l'étrangle. Finalement,
Il doit aller jusqu'à lui ouvrir le ventre pour pouvoir connaître enfin un peu de plaisir. La vue des viscères de Irmgard l'excite particulièrement. Le corps sera abandonné là pour être découvert des mois plus tard par un passant. Joachim vient de faire sa première victime. Il sait maintenant que s'il veut prendre du plaisir, il doit tuer. Il découvre l'incroyable pouvoir qu'est le contrôle sur l'autre. Un contrôle qu'il n'a jamais connu durant son enfance. Lorsqu'il emménage à Duisbourg, il habite d'abord dans une auberge pour hommes seuls, comme il en existait beaucoup à cette période. Il a pour seule compagnie un chat qui mourra rapidement. Il s'est déjà passé quelques semaines depuis son premier meurtre. Il aimerait recommencer, mais attend la bonne opportunité. Pour passer le temps et surtout pour calmer ses ardeurs, il éviscère son chat. Il dira que c'était par simple curiosité anatomique et qu'il souhaitait simplement savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce nouvel acte barbare ne lui a par ailleurs pas particulièrement plu. Il est devenu dépendant des femmes, mais il ne peut pas prendre le risque de commettre d'autres viols. Ces nouvelles victimes ne sont donc pas vivantes. En plus des animaux morts, il commence une nouvelle collection, les poupées gonflables. Mais jusqu'à quand ce subterfuge suffira-t-il ? Joachim Kroll, le cannibale de la Ruhr. Toutes ces informations, le détective Bernd Jägers les obtient avec une certaine facilité. Voici comment. Seul avec Joachim, Jägers lui montre beaucoup d'intérêt. Lorsque Kroll se rend compte qu'il est enfin écouté, il se confie librement sur tous les sujets abordés par le détective. Cela commence par des sujets aussi banals comme la réparation d'une moto ou d'une télévision. Bernd Jägers, tout comme Joachim, se passionne pour le bricolage et les antiquités. Une fois que le sujet est suffisamment exploité, Bernd s'enfonce un peu plus profondément dans la psychologie du tueur. Il évoque les souvenirs d'enfance traumatisants du cannibale et fait mine de compatir. Enfin, la conversation glisse tout naturellement sur sa relation avec les femmes. Après plusieurs semaines, le détective parvient à lui faire avouer tous ses crimes, du moins ceux que Joachim a bien voulu raconter. 14 en 21 ans. Les enquêteurs remarquent que les crimes sont tous des crimes d'opportunité. Joachim choisit toujours des femmes, mais il n'a aucune préférence particulière en termes d'âge ou de physique. Elles se sont tout simplement trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a notamment Maria Edgen, 61 ans, sa victime la plus âgée. Maria vit à Essen, à quelques minutes en train de Duisbourg. C'est une retraitée qui coule des jours paisibles, jusqu'à cette terrible année de 1969. Lorsqu'elle croise la route de Joachim, qui a 35 ans, le soleil commence à se coucher derrière le lac. Le décor est paisible, il n'y a personne. L'homme l'aborde tout naturellement et lui demande de coucher avec elle. La dame refuse. Joachim la jette dans les buissons et la viole avant de l'étrangler. Jutta Rahn, une adolescente de 13 ans, subit pratiquement le même sort. En sortant de la gare, elle est abordée par Joachim. L'homme a déjà plus de 30 ans et il n'ose pas demander à l'adolescente de coucher avec lui. Il trouve une autre excuse et parvient à convaincre Jutta de le suivre. C'est une jeune fille un peu insouciante qui ne se méfie pas. Par ailleurs, dans les années 1960, la vie n'est pas très animée dans cette région allemande. L'homme parvient à la mener jusqu'à un terrain vague. Il n'y a absolument personne pour l'arrêter. Il s'amuse avec elle pendant plus d'1 heure et abandonne le corps à la vue du premier passant, complètement nu, avec une grande entaille au niveau du pubis.
Une autre adolescente de 13 ans subit un sort tout aussi cruel. Il s'agit de Monica Taffel. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seulement violée et étranglée. Joachim, après avoir dépucelé de force sa victime, s'enfonce un peu plus dans la folie. Muni de son couteau, il découpe 2 tranches de fesses qu'il dévore à côté du cadavre. Cette expérience le fait basculer dans une nouvelle obsession, le cannibalisme. Il veut recommencer ce qu'il fera un peu plus tard avec Manuela Knott, 16 ans. Violée et étranglée, elle est retrouvée dans le parc d'Essen avec des morceaux de chair en moins au niveau des fesses et des cuisses. Le problème avec ces 3 dernières affaires, c'est qu'elles sont supposées avoir été résolues avant que Joachim Kroll ne se dénonce. Dans le cas de Manuela, c'était un homme ayant confessé son crime en 1959 qui a été inculpé. S'il s'est porté volontaire pour la prison, c'est parce qu'il vivait dans la rue et avait besoin d'un toit pour dormir. Un autre homme, Walter, est accusé à tort pour le meurtre de Monica Taffel. Le lieu du crime se trouvant à 150 mètres de sa maison, il est arrêté 5 jours après la découverte du corps de la jeune fille. Son seul alibi est qu'il travaillait à la ferme, mais il était seul et personne n'a pu confirmer sa présence. S'il a été accusé à tort, c'est surtout à cause de la pression des villageois. On ne pardonne jamais les crimes commis sur les enfants. Walter est libéré au bout de quelques jours, faute de preuves, mais la situation empire pour lui. Tout le monde est persuadé que c'est lui le coupable. Sous la pression, il se pend à un arbre, le 15 décembre 1962, laissant derrière lui sa femme et sa fille de 9 ans, les seules personnes au monde qui croyaient en son innocence. Enfin, dans le cas de Jutta Rahn, c'est son petit ami, Adolf Schickel, qui a été accusé du meurtre. Cela s'explique d'abord par son âge. Il est majeur et les parents de Jutta acceptent difficilement cette relation. Il n'a pas non plus d'alibi convaincant, et les tests ADN qui n'étaient pas encore utilisés à cette époque ne pourront pas le disculper. Il restera en prison plus de 6 ans, jusqu'aux aveux du véritable assassin. Trois innocents en prison, dont un qui a fini par se suicider. L'affaire Joachim Kroll tourne à l'incident diplomatique. Le préfet de la région tente de rétablir la réputation de ces hommes auprès d'une population de plus en plus méfiante quant au déroulé de l'enquête. L'inspecteur est déjà ouvertement critiqué par la presse pour son comportement un peu trop amical avec le cannibale. Ce n'est pas la première fois que les journalistes allemands se mêlent de l'enquête. À chaque nouveau témoignage, ils publient des détails sordides dans les journaux. Les Allemands ont le droit à des versions très romancées des faits, à la limite de l'indécence pour les familles des victimes. Les cadavres mutilés des jeunes filles font l'objet d'un voyeurisme malsain. Les Allemands apprennent aussi à quel point Bernd Jägers apprécie Joachim Kroll. L'inspecteur lui rend visite tous les jours de la semaine, même le week-end. Il lui offre régulièrement des gâteaux et des bonbons, lui apporte ses plats préférés. Parfois, il s'accorde un peu de bon temps en sa compagnie en mangeant à sa table ou en regardant un match de football. Les enquêteurs de la brigade criminelle savent bien que c'est une méthode pour obtenir tous les aveux de Joachim. Ils comptent bien le prouver en médiatisant toutes les reconstitutions. La visite des lieux des crimes est assurée par Joachim lui-même, qui, selon les journalistes, se plaît à fournir de nombreux détails. Lorsque Kroll évoque sa carrière de meurtrier, il prend un malin plaisir à raconter comment il suit toutes ces femmes et les étrangle par derrière. Ce qui l'excite avant tout, c'est l'état d'inconscience des corps. Il se décrit comme une personne curieuse. Il veut savoir à quel point ressemble l'humain de l'intérieur et le goût que pourrait avoir chaque femme. Dans sa liste de 14 victimes apparaît aussi un homme, Hermann Schmitz, 25 ans. Lui a simplement été égorgé. Kroll n'avait aucune intention de lui faire du mal. Il visait sa petite amie,
Marion. L'homme est intervenu pour la défendre et lui permettre de s'enfuir. Les détectives espèrent que Joachim confesse encore plus de crimes. 14 meurtres leur semblent très peu sur une aussi longue carrière criminelle, d'autant plus que Joachim fait preuve d'une redoutable minutie. Il reconnaît très bien les lieux. Il a une véritable mémoire photographique. Cependant, il est très perturbé lorsqu'il découvre que certains endroits ont changé avec le temps. Les nouvelles constructions brouillent les pistes, et lorsque Joachim sent qu'il ne va pas retrouver la scène de crime, il fait demi-tour et abandonne, ce qui se produira à plusieurs reprises. Tout porte à croire que le nombre de victimes dépasserait les 30 personnes, mais il sera impossible de le prouver. Le procès du cannibale de la Roure s'ouvre le 4 octobre 1979. C'est l'occasion pour les médias de tourner leur reportage à sensation et de construire une véritable légende autour de ce tueur. Il est présenté comme le plus grand criminel de l'histoire allemande. Le procès promet d'être un spectacle particulièrement impressionnant. Une immense foule est présente à l'extérieur du palais de justice. Une petite émeute se déclenche alors que les premières auditions n'ont même pas encore commencé. La police se charge de calmer rapidement les esprits, même si, pour cela, elle prend le risque d'être considérée comme complice des crimes du cannibale, à trop vouloir le défendre. Contesté lui aussi, l'avocat de Joachim Kroll mise tout sur le rapport de la psychologue. Joachim Kroll est un enfant de la Seconde Guerre mondiale. Il a vu des femmes se faire violer, des personnes se faire tuer, des enfants mourir dans des explosions. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à beaucoup de choses traumatisantes. En plus d'être une victime de la guerre, il a été une victime dans sa propre famille. C'était le bouc émissaire de ses jeunes frères et sœurs. Il se faisait battre à leur place. Incapable de nouer une relation sociale avec autrui, il devient de plus en plus introverti. Sa vie à la ferme n'a rien arrangé à sa situation. Sa puberté, il l'a découverte au travers de la zoophilie. Sa vie est perpétuellement violente, une violence dont il ne parviendra pas à se passer. Solitude, frustration sexuelle, faiblesse d'esprit, faible quotient intellectuel. La liste des circonstances atténuantes s'allonge, mais elles ne sont que difficilement convaincantes. Joachim Kroll reste un psychopathe particulièrement dangereux pour la société. En témoigne son modus operandi. Il tue sans aucune méthode, pour le simple plaisir d'assouvir ses pulsions. Il tue lorsqu'il ressent le besoin de tuer. Il ne pense pas à cacher les cadavres, et après avoir commis ses meurtres, il rentre chez lui, en train ou en bus, tout naturellement, sans se sentir perturbé. Lorsqu'on lui demande de témoigner, il minimise ses actes, en disant qu'il a le sentiment que ce qu'il a fait n'est pas forcément mal. Il reconnaît ses 14 crimes avec une insouciance et un calme désarmant. Le nombre de cas est si important que le juge mettra plus de 2 ans à statuer. La Cour révèle quelques incohérences dans le discours. Joachim a donné certains détails et a décrit des lieux où l'on n'a jamais retrouvé de corps. Finalement, après 151 jours d'audition, le cannibale est condamné à la prison à vie en avril 1982. Il ne fera que 9 ans de prison, puisque le 1er juillet 1991, il meurt subitement d'une crise cardiaque dans la prison de Rheinbach, à l'âge de 58 ans. Il est particulièrement dérangeant de se dire qu'il aurait pu ne jamais être arrêté. En effet, ce n'est que le hasard qui a poussé un voisin à regarder au bon endroit, qui aura permis l'arrestation du criminel. À plusieurs reprises, Joachim a reconnu son erreur. Tel le personnage fictif dans M le maudit, il avoue ne jamais avoir eu l'intention de faire du mal à une enfant. Mais il n'est pas parvenu à lutter contre cette pulsion. Il a croisé la petite fille par hasard, juste en bas de chez lui. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Ce jour-là,
Il avait prévu de partir chasser dans les environs, mais il s'était fait mal à la cheville, ce qui l'avait contraint à rester dans son quartier. Pour son entourage, ses voisins, des passants et quelques commerçants, Joachim Kroll n'avait pourtant pas le profil d'un pédophile. Certains disaient qu'il était un peu bizarre, mais sans plus. Il ne s'était jamais montré violent, participait toujours au nettoyage de l'immeuble commun, sortait ses poubelles comme tout le monde et faisait son marché. L'une de ses fréquentations dira que dans le quartier, on le surnommait « Oncle Joachim ». Il avait une certaine aisance avec les enfants, mais personne n'aurait pu soupçonner ce qui se tramait dans sa tête.